Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h. Un seul titre à la une de l'actualité de ce mardi. L'RDC durement frappé par l'épidémie de choléra qui inquiète déjà. À ce jour, plus de 700 décès sont déjà enregistrés depuis janvier et une trentaine à Kinshasa. La province de l'Atchopo et du Sud Kivu sont à la tête des provinces les plus touchées. Il faut un budget de plus de 5 millions de dollars pour faire face à cette épidémie. Des chiffres à communiquer au cours de la réunion de coordination présidée par le ministre de la Santé. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue à vous sur le régional à la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis au sommaire, la situation est alarmante et préoccupante. L'RDC durement frappé par l'épidémie de choléra qui inquiète déjà. À ce jour, plus de 700 décès sont déjà enregistrés depuis janvier et une trentaine à Kinshasa. La province de l'Atchopo et du Sud Kivu sont à la tête des provinces les plus touchées et 3/4 des zones de santé sont aussi touchées, soit 14 provinces sur le 26. Il faut un budget de plus de 5 millions de dollars pour faire face à cette épidémie. Des chiffres communiqués au cours de la réunion de coordination présidée par le ministre de la Santé. D'autres détails avec Robert Ndachisensé. L'alerte est lancée et la vigilance tous azimuts doit être observée après les orientations données par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors du dernier conseil de ministres. Le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, informe la population de l'augmentation inquiétante des cas de choléra dans plusieurs provinces du pays. Les provinces concernées sont Chopo, Kinshasa, Équateur, Tanganyika, Sud Kivu et Nord Kivu. Depuis janvier 2025, 32 000 cas ont été signalés dans 124 zones de santé à travers 13 provinces avec une létalité de 2,1%. Rien que pour la semaine épidémiologique 25, 1157 cas et 14 décès ont été rapportés. Le 5 mai, où le ministre, son Excellence, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale a fait la déclaration de l'épidémie de choléra en RDC. Et à ce jour, environ 14 provinces sont en épidémie et il y a un focus particulier sur la ville-province de Kinshasa qui est aussi en épidémie avec 25 zones de santé touchées. Face à cette situation, le ministère de la Santé publique, en collaboration avec ses partenaires, a activé une riposte multisectorielle d'urgence coordonnée par le Centre des opérations d'urgence de santé publique. Il y a l'équipe de SGI, le système de gestion de l'incident, qui a présenté la situation et un budget qui a été évalué pour la ville-province de Kinshasa autour de 5 700 000 pour répondre de manière efficace à cette épidémie. À la réunion de coordination de ce lundi 7 juillet 2025, des protocoles de suivi ont été établis pour surveiller l'évolution du choléra dans la capitale et dans d'autres provinces de la République. De la joie, de l'effervescence, de la gaieté hier au camp des réfugiés des Congolais vivant en Ouganda. Ces réfugiés viennent de recevoir des produits de première nécessité composés essentiellement de riz, de farine de maïs, de bidons d'huile et autres. C'est un don du président des Congolais vivant en Ouganda, comme nous dit Diane Balakambombo dans ses commentaires. Un lot de vivres a été distribué le week-end dernier aux réfugiés congolais vivant en Ouganda. C'est le président des Congolais vivant en Ouganda, William Bugem Kafindo, qui a initié ce geste humanitaire dans le but de soulager, ne serait-ce que peu, les conditions de vie précaires de ces populations déplacées. Le peu de vivres qu'on vous remet aujourd'hui était gardé dans l'entrepôt. Mais Kinshasa m'a rassuré qu'il y aura des réactions positives. Pendant que nous parlons ici, sachez qu'il y a une délégation qui est en train de discuter avec le HCR pour faire un recensement de Congolais vivant ici en Ouganda. Ce que vous recevez aujourd'hui est un fruit de mes efforts et c'est de plusieurs autres compatriotes qui ne cessent de nous aider, que nous remercions infiniment.
Merci aussi à tous ceux qui m'ont aidé dans toutes mes démarches à Kinshasa. Ce soutien, bien que modeste, a été accueilli avec reconnaissance par le bénéficiaire. Il symbolise une solidarité transfrontalière à un moment critique alors que les attentes envers les autorités congolaises restent grandes. L'RDC veut s'inspirer du modèle tunisien dans la gestion des politiques de ville et d'aménagement à travers un plan urbain national. Le ministre congolais en charge de l'urbanisme, Didier Tengue-Telito, a eu des échanges avec l'ambassadeur tunisien en poste à Kinshasa autour de ces sujets. Lucien Tiakala nous en parle. Les disparités de développement entre les villes congolaises sont criantes. Le ministre en charge de la politique des villes veut à tout prix réduire cet écart entre les villes. Pour ce faire, Tengue-Telito veut s'inspirer des autres. Les villes des Tozeur, Béja, Benarous et Tunis peuvent servir de modèle. La question était au cœur des échanges entre les ministres et l'ambassadeur de Tunisie en République démocratique du Congo. C'était une opportunité d'exposer avec Monsieur le ministre les relations d'amitié et de fraternité entre la Tunisie et le Congo et les opportunités qui s'offrent aux deux pays parce qu'il y a une certaine complémentarité à faire valoir entre les deux pays. Le Congo et la Tunisie constituent deux piliers fondamentaux pour asseoir cette coopération bilatérale mutuellement bénéfique. On a parlé également sur la possibilité que la Congo peut s'inspirer de la Tunisie, de sa politique de la ville et la politique d'aménagement. La Tunisie constitue en la matière un modèle adéquat, notamment à travers l'élaboration de son plan urbain national qui a été lancé par le ministère de l'Équipement et de l'Habitat en 2020 en collaboration avec le programme des Nations Unies pour les établissements humains, ONU Habitat. À chaque ville, sa particularité. À ces problèmes spécifiques, le ministre Tengue-Telito a souligné la nécessité de la mise en œuvre du PDTK, plan directeur des transports urbains de Kinshasa, pour des villes congolaises assainies et attrayantes. Gestion de minerais critiques, l'RDC et la France veulent unir leurs forces, vœu exprimé par le ministre de Mines des deux pays lors d'un échange à Paris. Ils souhaitent tous renforcer leur collaboration. Regardez. Le séjour de travail de la délégation du ministre de Mines n'est pas du tout repos. Kizito Pakabomba Kapinga Mouloumé a conféré avec le ministre français du Commerce extérieur et de Français de l'étranger, Laurent Saint-Martin. Selon le ministre Kizito, l'objet de cette tête-à-tête était de renforcer le partenariat avec la France dans les approvisionnements de minerais critiques, lesquels la RDC possède une forte potentialité et beaucoup de ressources en ces termes. Cela permet justement à la République démocratique du Congo d'être plus engagée dans une chaîne d'approvisionnement plus responsable et plus durable et d'assurer aux utilisateurs finaux que les minerais qu'ils achètent soient des minerais qui soient issus d'une exploitation responsable. Les échanges entre les deux ministres se sont étendus dans les volets de la consommation locale. Ce volet est d'une importance capitale dans le cadre de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de garantir plus d'emplois au bénéfice de la population congolaise. Chose bien indiquée dans l'implication de valeurs avec création de revenus pour cette même population. La rencontre avec l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, Émile Ngoï, s'est limitée beaucoup plus à la présentation des civilités et d'échanges mutuels sur les questions de l'heure. Ce, avant la visite du mouvement des entreprises de France à Paris. Question d'élargir la marge des manœuvres dans le partenariat de minerais critiques en France. Les magistrats des différentes juridictions de l'RDC viennent de quitter les bancs de l'école. Pendant 15 jours, ils ont suivi une formation sur la passation, exécution et les contrôles de marchés publics. Une formation dispensée par l'autorité des régulations des marchés publics. Et c'est le président du Conseil supérieur de la magistrature qui a clôturé ces travaux, comme nous dit Edith Chalakatala.
Durant plus de 15 jours, les magistrats venus des différentes juridictions ont été outillés sur les procédures, les obligations ainsi que les sanctions relatives à la commande publique. Face aux défis liés à la transparence dans ce secteur, Maître Claude Kayembembaï, directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics, a souligné la nécessité d'un alignement stratégique entre régulateurs et magistrats pour garantir une application rigoureuse des textes en vigueur. Vous avez désormais une meilleure compréhension des mécanismes de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics, ce qui vous permettra d'exercer vos fonctions avec une précision et une rigueur accrue. Marie-Claire Rouhamia, procureure de la République et chef de parquet près le tribunal de paix de Kinshasa-Ngaliema, a estimé que cette formation tombe à point nommé. Il y a beaucoup d'infractions qui se commettent au moment de la passation de marché et c'est impérieux que les magistrats soient suffisamment outillés et formés par rapport à cette matière-là. Le président du Conseil supérieur de la magistrature et président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamoulé Tabadibanga, a salué l'engagement des magistrats tout en rappelant l'importance de leur rôle dans le renforcement de l'efficacité et de la redevabilité dans la gestion des ressources publiques. Ce que vous avez acquis ici ne doit pas rester juste théorique. Il vous revient désormais de le traduire en actes dans vos pratiques professionnelles. Des études des cas concrets et des échanges interactifs ont permis aux participants de confronter leurs pratiques aux exigences de la loi et de la bonne gouvernance. Les consultations s'enchaînent au ministère de la Justice entre le ministre intérimaire et les différentes composantes de son portefeuille. Hier, Samuel Mbemba a eu des échanges avec le responsable des églises de Réveil. Il leur a communiqué la nouvelle décision du gouvernement de supprimer les folios 92, un document délivré à titre d'accusé des réceptions aux églises en attendant des reconnaissances de leur personnalité juridique. D'autres précisions avec Émilie Kaindro. Depuis quelque temps, le ministre à l'intérim de la Justice et garde des Sceaux, Emmanuel Bemba Kabouya, entreprend des séances de travail avec les différentes compositions de son portefeuille. Après avoir conféré avec le magistrat à travers leurs différents syndicats, il a échangé avec le chef de confession religieuse pour une séance de travail autour de l'exercice de culte en République démocratique du Congo. Il a été question que les confessions religieuses émettent leur avis autour du processus d'acquisition du passeport diplomatique, le F92 supprimé qui sera remplacé par un récépissé pour chaque dossier en rapport avec le permis de culte et de l'identification. Il a été clairement dit que pour qu'une église existe, il doit avoir une personnalité juridique. Et il a voulu avoir nos impressions sur des réformes engagées, les résultats de toutes ces réformes. Et nous avons longuement discuté, largement discuté. Et je pense que l'audience a été très très positive. Avec le pasteur Dodo Kamba, les échanges ont tourné autour des états généraux en termes des réformes qui sont en train d'être placées. Vous voulez connaître un peu comment nous fonctionnons et bien entendu c'est sur base de ces informations et les éléments de base qui pourra par la suite savoir ce qu'il faudrait, ce qu'il va faire de nous, comment il pourra orienter sa politique quant à nous et aux autres. Il s'est de signaler que les échanges avec les confessions religieuses rentrent dans le cadre des orientations de la politique du ministre pour réglementer le fonctionnement des églises en République démocratique du Congo. Coup sur coup, Augustin Kabouya Sagan répond très sèchement à l'ancien ministre Thomas Louaka, auteur d'une lettre ouverte critique à l'égard de l'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda. Pour le secrétaire général de l'UDPS, Thomas Louaka est le beau-frère de l'ancien président devenu aujourd'hui chef rebelle, raison pour laquelle il critique cet accord de paix qui fait pleurer le président rwandais. Il s'est exprimé au cours d'une matinée politique organisée au siège de l'UDPS. Alain Bikaï était sur place. L'Union pour la démocratie et le progrès social reste la grande machine de mobilisation. Annoncée dans moins de 48 heures, la matinée politique convoquée par le président intérimaire de l'UDPS, honorable Augustin Kabouya, a connu une participation sans précédent. À travers une méthode pédagogique, les chefs d'état-major politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'engagent dans la vulgarisation de l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda.
Cet accord est avantageux pour notre pays. Croyez-vous que si cet accord était à notre défaveur, est-ce que le président rwandais allait dénicher partout? Il garantit la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Concernant la lettre ouverte de Thomas Louaka contre cet accord, le secrétaire général de l'UDPS précise que ce beau-frère de l'ancien président de la République, devenu chef rebelle, n'a jamais condamné l'invasion rwandaise sur le sol congolais, ni l'entreprise meurtrière de Joseph Kabila, AFCM 23 contre la population de l'Est du pays. Pour lui, l'agitation observée ces derniers temps dans les médias contre la signature de cet accord est un aveu d'échec des ennemis de la République qui célébraient déjà leur victoire sur le régime de Félix Antoine Tshisekedi. À l'occasion, le numéro 1 de l'UDPS est revenu sur le plan de déstabilisation de son parti, orchestré par certains officiels cadres de l'UDPS qui ont tenté sans succès à embarquer le président fédéraux de Kinshasa et les comités de la Ligue des femmes dans ce plan machiavélique. À cet effet, le secrétaire général de l'UDPS a mis en garde certains politiciens de son parti qui cherchent à déstabiliser les institutions provinciales. Les cas de la province du Kasaï central en est une illustration parfaite. Un rapport final sur les différents chantiers de modernisation des routes exécutés dans la province du Kasaï oriental sera bientôt présenté au président de la République. Mandaté, le ministre des Finances est déjà sur place pour inspecter tous les travaux. Doudou Fouamba est arrivé le week-end dernier à Mbujimaï et a également échangé avec la population. D'autres précisions dans ce commentaire de Sylvie Mouébou. Pour la 12e fois, Mbujimaï, dans la province du Kasaï oriental, a réservé un accueil délirant au ministre des Finances. La foule compacte a improvisé une marche sur la grande acteur baptisée boulevard Laurent Désiré Kabila jusqu'au niveau de l'avenue Senses. Dans son adresse, Doudou Fouamba Likunde Liboutaï a rappelé que les travaux d'assainissement et de modernisation des infrastructures routières en cours vont se poursuivre. L'Argenté national va descendre sur les chantiers routiers ouverts à cet effet pour en évaluer l'avancement et faire rapport au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui l'a mandaté. Maman et papa, merci beaucoup d'applaudir pour vous. Merci parce que vous avez abandonné toutes vos autres activités et vos familles pour venir accueillir votre fils du sein. J'espère qu'on est d'accord, vous n'êtes pas venu accueillir un étranger, mais le vôtre, n'est-ce pas? On n'a pas trop de discours, nous sommes là pour suivre et veiller à l'évolution des travaux afin que lui-même vienne inaugurer des routes et se rassurer de toutes les orientations données parce que notre peuple a tant souffert. La souffrance a atteint les sommets. Le ministre des Finances a exhorté les différents acteurs de la province présents sur le lieu à s'impliquer davantage pour la mise en œuvre des efforts engagés jusque-là et ce pour le mieux-être des populations congolaises. Plusieurs étudiants de l'IMBTP délogés de leur auditoire et suivent désormais des cours dans des hangars. Plusieurs auditoires et autres salles pour l'instant sont transformés en chantier pour des travaux de réhabilitation. Pas seulement des salles mais aussi des ponts se construisent, vous le verrez sur les images, des réalisations qui réjouissent déjà le directeur général de cet établissement d'enseignement supérieur qui a fait la ronde de tous ces chantiers. Joséphine Ligonto. Un changement radical s'opère au sein de l'INBTP. Le travaux de réhabilitation et de construction des auditoires et différents bâtiments avancent à pas de géant à la grande satisfaction de bénéficiaires. L'implication personnelle aussi de son Excellence Monsieur le Président de la République qui a fait en sorte que toutes les promesses qu'il a eu à faire aux étudiants pendant qu'il était passé ici sont en train d'être réalisées. D'ici 2 semaines, on va couler le tablier
et les piétons pourront déjà traverser par le pont. Et pour les véhicules, il faudrait attendre au moins 28 jours pour que le béton puisse atteindre sa résistance maximale. Donc sur le plan des infrastructures, d'ailleurs vous allez constater que certains de nos étudiants sont en train de suivre les cours dans des hangars. Pourquoi ils suivent les cours dans des hangars? C'est tout simplement parce qu'une bonne partie des auditoires de l'INBTP sont en pleine réhabilitation. Pour le directeur général Cédric Tchibango Mouniez, ces réalisations sont de preuves des promesses faites par le chef de l'État. Ça va parce que nous sommes environ 1200 personnes, mais les gens sont dans de bonnes conditions. Bien avant cette visite, le lancement du tournoi universitaire de la saison sportive 2025 a constitué le moment de communion au sein de cet alma mater. Une activité qui tient à renforcer les liens entre les étudiants des différentes universités. Plusieurs jeunes filles de Kinshasa formées en hôtesse d'accueil. Elles ont suivi une formation de 4 jours sanctionnée par la remise de brevets. Une série de formations organisées par la Fondation Mutation, comme nous dit Jessica Bassele dans ce reportage. L'autonomisation de jeunes filles prend un nouveau souffle en République démocratique du Congo. Le ministère de la formation professionnelle, à travers la fondation Mutation, en partenariat avec Femmes Hôtesses d'IRC, a organisé une masterclass intensive de 4 jours dédiée au métier d'hôtesse d'accueil. Cette formation a permis à plusieurs jeunes filles de se familiariser avec le code du métier, accueil, présentation, savoir-être et professionnalisme. À l'issue de ces 4 jours, elles ont reçu leur certificat de participation dans une ambiance à la fois festive et solennelle. Pour la présidence de la Fondation Mutation, Astukuzu, cette initiative vise à doter les jeunes filles d'outils concrets pour leur insertion professionnelle, mais aussi à renforcer leur estime. La Fondation Mutation lutte vraiment contre des choses très durables. Nous offrons des formations qui sera suivies, sanctionnées par un brevet par exemple, et à la fin nous faisons le suivi de tous ces participants. Les participantes visiblement touchées ont exprimé leur gratitude envers les organisateurs, affirmant que cette expérience leur a ouvert les yeux sur leur potentiel. J'ai quand même beaucoup appris. J'ai été dans ces services, mais j'ai jamais fait des formations. C'est ma première année de faire la formation. Et j'ai vraiment appris beaucoup de choses. En soutenant la jeune fille congolaise, le ministère de la formation professionnelle, à travers la Fondation Mutation, investit dans l'avenir du pays. Car donner confiance, c'est transformer une vie. Et chaque vie transformée peut faire bouger toute une nation. Plusieurs membres du gouvernement étaient devant les élus nationaux le week-end dernier pour s'expliquer sur plusieurs sujets. Loin d'être une réalité, c'est un exercice de simulation des étudiants de l'université de Kinshasa, une initiative de la plateforme Intelligentsia House à travers son projet. Comme un député et un ministre, Marie-Chimène Kamouka a assisté à cet exercice qui prépare déjà ses étudiants au leadership et à l'excellence. Regardez. Lancé officiellement le week-end dernier à l'université de Kinshasa par la plateforme des étudiants de l'Unikin Intelligentsia House, le projet comme un député ministre est une initiative novatrice qui place la jeunesse congolaise au centre d'une expérience politique simulée. Ce projet, piloté par Intelligentsia House Foundation, prépare les étudiants au leadership et à l'excellence, beaucoup plus aux retombées bien réelles. L'objectif poursuivi par cette action de simulation citoyenne est d'offrir une tribune d'expression à la jeunesse, mais aussi un cadre de formation pour développer les idées, visions et talents politiques dans l'avenir. L'idée de la création ou de la mise en place de ces projets, c'est de créer un cadre où les jeunes vont s'exprimer. Nous avons pris la résolution de pouvoir leur accorder ces cadres, enfin de trouver un endroit pour s'exprimer, mais aussi à faire la promotion de valeurs que nous partageons au sein de l'association. Lançons un appel aux autorités, au gouvernement, de soutenir en fait cette structure. Nous avons pas mal de projets que nous allons lancer dans les jours à venir et nous attendons d'eux un soutien total d'une manière ou d'une autre pour nous accompagner à la réalisation de notre vision. Une belle initiative visant à encourager les jeunes étudiants, surtout dans un pays où la jeunesse représente plus de 60% de la population. On prépare à cette rencontre les jeunes étudiants dans différents domaines réunis pour une même ambition. Un
Un cahier de charge sur la création d'un cadre d'échange et de réflexion pour le jeune, déjà sur la table de plusieurs chefs religieux. Les jeunes de l'Union des confessions religieuses, initiateurs de ces vastes projets, l'ont remis tour à tour aux représentants de l'Église du Christ au Congo et celui de l'armée du salut. D'autres détails avec Paulette Lomba. Offrir aux jeunes des confessions religieuses un cadre d'échange, de réflexion et de collaboration sur les questions d'intérêt national en vue de mener des actions communes pour la promotion du bien commun en RDC est l'objectif principal de l'Union de jeunes des confessions religieuses UGECO qui a rencontré tour à tour les représentants de l'Église du Christ au Congo, le révérend Gédéon Bokundo Abolikabe et celui de l'armée du salut, le révérend colonel Dieudonné Ntsiloulou, pour les dépôts de leur cahier de charge et aussi recevoir des orientations claires et précises pour la bonne marche de cette structure. Nous sommes fiers de les avoir. Là où nous nous divisons, les jeunes s'unissent. L'union fait la force. Je crois que c'était un bon exemple à suivre. Et vous avez bien dit, le CC vise l'unité dans la diversité. Le Congo est un grand pays avec beaucoup de tribus, avec beaucoup de confessions religieuses. Mais si nous sommes unis, nous serons plus que vainqueurs. Nous avons apprécié l'engagement des jeunes des différentes confessions religieuses. J'ai promis de porter leur voix dans la plateforme des leaders des confessions religieuses. Nous voulons aussi qu'ils soient intégrés, impliqués dans toutes les initiatives que les leaders des différentes confessions religieuses sont en train de mettre en place pour la paix et la réconciliation de notre pays. Satisfait de ces échanges, la délégation de l'UGECO reste rassurée quant à l'accompagnement de ses pairs pour la relève. C'est fini pour ce journal de 7 heures. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Pati Tundwango, réalisé par Mamita Bangoulou, Jonathan Moubalamam. La partie technique a été assurée par Émile Zola, Didier Diawa, Alain Sodi. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 13h30 avec Louisette Tsakala. Mais entre-temps, nous vous laissons entre les mains de Yves Sikila pour la suite de l'émission Le Panier. Moi, c'est Eric Abamba. Je vous retrouve très prochainement. Au revoir.